accueillir. Permettez-moi de représenter rapidement Agridé. Donc, Agridé, le think tank de l'entreprise agricole, donc une plateforme d'échange, un laboratoire d'idées qui questionne les grandes problématiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et pour ce faire organise des débats, des groupes de travail pour engager les réflexions et partager un certain nombre à la fois de réflexions, mais également de propositions. N'hésitez pas à nous rejoindre, bien évidemment, puisque Agridé, effectivement, est ouvert à ses adhérents, avec des tarifs revus récemment à la baisse, avec une volonté donc d'attirer beaucoup plus de personnes physiques. Donc, un tarif qui a été très sensiblement abaissé pour pouvoir, j'allais dire, enrichir la palette des experts et des personnes qui souhaitent nous rejoindre et travailler avec nous. Alors effectivement, nous formulons un certain nombre de propositions dans des domaines des politiques publiques et économiques, de l'alimentation, du droit, des questions environnementales, technologiques, sociétales. Alors, c'est pour nourrir justement cette réflexion que nous avons invité Bertrand Valliorgue, que je remercie de sa disponibilité pour donc réfléchir autour de l'ouvrage qu'il vient de publier, donc il y a maintenant quelques mois, octobre dernier, sur refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. Et je dois dire que certains termes qui sont abordés dans cet ouvrage et sur lesquels nous allons revenir constituent également des sujets d'études transversales au sein d'Agridé. Je pense en particulier à la question des biens communs en agriculture, qui a fait l'objet d'un ouvrage, la publication d'un ouvrage dont je me permets de faire la promotion, les biens communs en agriculture, tragédie ou apologie, qui permettent donc de resituer cette question des biens communs au cœur de la question agricole. Et puis, il y a d'autres thèmes, dont notamment un thème qui nous est cher, lié à la comptabilité et en particulier à la comptabilité environnementale des entreprises agricoles. Et je profite de ce webinaire pour annoncer effectivement très prochainement l'ouverture d'un groupe de travail sur ces questions donc, de la comptabilité environnementale de l'entreprise agricole. Et donc, nos adhérents seront les bienvenus pour participer à ce groupe de travail. Nous savons que le thème est travaillé par ailleurs, mais nous souhaitons procéder à un focus plus particulier sur l'entreprise agricole et nous allons également y revenir puisque Bertrand Valliorgue a également des propositions et a beaucoup réfléchi sur ce sujet. Je donne la parole donc à nos deux organisateurs qui vont accompagner l'intervention de Bertrand. Marie-Laure Eustache, notre responsable communication, et puis Francky Duchâteau, qui vient de rejoindre l'équipe d'Agridé au 1er janvier 2020, et nous nous en réjouissons, et donc qui est responsable entreprise durable et territoire au sein du think tank. Je vous laisse donc la parole. Donc, on va essayer de travailler pendant 1h30 avec Bertrand autour de son ouvrage et des propositions qu'il formule. À tout à l'heure pour d'éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Millard, donc délégué général d'Agridé. Merci pour cette introduction et nous remercions Bertrand de consacrer un peu de son temps pour présenter son ouvrage à un public qui sera très attentif à ses propos. Je ne vais pas parler très longtemps, je vais juste indiquer un petit peu comment ça va se passer. Jean-Baptiste l'a dit, hein, on est ensemble jusqu'à 12h30. Vous êtes à une petite centaine d'inscrits, de participants, donc on est ravis. L'idée, c'est de co-animer ce débat avec Francky Duchâteau, qui est responsable gestion des entreprises et territoires à Agridé, qui reviendra un petit peu plus aussi sur les questions techniques du livre à propos de l'entreprise agricole. Vous avez, Bertrand, à peu près 30 minutes pour présenter l'ouvrage à travers vos slides. Donc, on va prendre notre temps, on va vous écouter attentivement, décrypter un petit peu ce concept d'anthropocène, voir le constat que vous faites, comment vous voulez réveiller un petit peu aussi ce monde agricole qui vous écoute en ce moment, et puis quelles solutions vous proposez.
Donc, ensuite, je vous propose donc d'adresser nous trois nos questions à Bertrand Valliorgue. Francky va réagir, Jean-Baptiste aussi, moi un petit peu. Et puis, vous êtes invités à poser vos questions, non pas en direct de vive voix, mais dans le fil de discussion que je regarderai attentivement et je transmettrai à Bertrand, auteur de cet ouvrage, vos questions. Et puis, sachez aussi que le débat est enregistré et qu'il sera en replay sur notre chaîne YouTube Agridé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui, malheureusement, ne pourront pas rester avec nous pendant 1h30. Voilà, le temps passe. Je vais juste présenter Bertrand, parce que quand même, voilà, c'est bien de savoir un petit peu d'où vient l'auteur. Bertrand, vous êtes fils d'agriculteur, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous nous avez précisé quand on a préparé cet entretien, fils d'agriculteur et professeur en stratégie et gouvernance à l'IAE Clermont-Auvergne, l'école universitaire de management. Donc, vous êtes spécialiste en stratégie de l'entreprise. Vous avez même écrit une thèse sur ce sujet. Vous avez étudié de près le monde coopératif agricole, la gouvernance des entreprises. Toutes ces questions, vous les connaissez bien. Vous êtes imprégné de ces notions de gestion d'entreprise et c'est vrai qu'on le retrouve dans votre livre. Il y a des termes comme des termes sur lesquels on va revenir avec Francky, mais qui sont effectivement très propres à cette gestion et stratégie d'entreprise. Et vous avez donc écrit votre livre, Bertrand, en plein confinement. Vous avez été très inspiré. Vous l'avez écrit au printemps 2020. Il est sorti fin octobre 2020, mais vous l'avez écrit pendant cette période très particulière du premier confinement et vous nous avez dit que ça vous avait aussi beaucoup impacté et inspiré pour ces lignes. En tout cas, je livre très personnellement mon avis sur ce livre qui est très synthétique et qui a le mérite de s'adresser de façon originale et constructive à vos premiers lecteurs, puisque vous voulez vraiment vous adresser à tous les acteurs du monde agricole. Donc voilà, je vais vous laisser la parole ainsi qu'à Francky. On va vous écouter et puis vous questionner. Merci beaucoup. Francky, je te laisse prendre le relais et ensuite c'est Bertrand. Oui, justement. Bonjour à tous. Heureux de rejoindre Agridé. En quelques mots, pour ne pas déflorer votre livre, vous avez un livre qui est très, très pluridisciplinaire. Vous êtes au croisement de différentes sciences, sciences de la vie, de la terre, de l'économie, de gestion, du droit, des organisations. Vous avez publié ce livre, comme l'a dit Marie-Laure, fin octobre. Vous êtes déjà à peu près à 1 millier de ventes. Donc, ça montre aussi déjà son engouement et son intérêt pour différents publics. Vous pourrez y revenir d'ailleurs dans votre présentation ou en tout cas dans la partie des questions. Juste pour introduire votre sujet, donc je vais juste repartir de votre titre qui est porteur de différents mots qui sont porteurs de sens et lourds de signification. Pour le reprendre à l'envers, je commencerai par Anthropocène, vous y reviendrez dans le détail. Un mot qui est très fort, qui va être barbare à première vue, mais qui est très riche, qui va au-delà du seul changement climatique. Vous nous le présenterez. Le deuxième mot très fort, c'est l'agriculture, que vous mettez au cœur de votre livre, au cœur de vos problématiques, que vous présentez à la fois comme co-responsable de la situation, mais aussi comme victime et comme source de solutions. Donc, tout est à construire. Qui montre aussi le dernier mot, qui est refonder, qui est un verbe d'action, qui pousse déjà à réfléchir à une vision, à une ambition, et aussi à un plan d'action concret derrière, ce que vous allez mettre en avant. Ce qui montre aussi que l'avenir de l'agriculture ne concerne pas que elle-même, mais qu'elle est certainement l'avenir de tous. Donc, vous allez nous présenter ça aussi en détail dans votre présentation. On y reviendra par les questions. Donc, je vous laisse présenter votre ouvrage et puis en espérant que ça créera beaucoup d'échanges que vous pouvez bien sûr reprendre dans la partie discussion au fil de la présentation et on y reviendra en détail pendant 1 heure après cette présentation de Bertrand Valliorgue. Donc, à vous la parole et on vous laisse pendant 30 minutes sans interférence. Eh bien, merci. Je tiens à chaleureusement remercier toute l'équipe d'Agridé pour cette invitation aujourd'hui. Votre think tank, moi, je l'ai croisé dans le cadre de mes recherches parce que vous êtes, je pense, un des plus anciens think tanks agricoles encore en existence. Vous avez marqué toute l'histoire de la profession agricole. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir cet échange avec Agridé. Et puis, il y a aussi une deuxième raison, et c'était très important pour moi, symboliquement, de démarrer le cycle de conférences
lié à la publication de l'ouvrage, parce que vous avez mentionné qu'il a été publié en fin d'année. Et c'est effectivement avec vous que je lance tout un cycle de conférences qui se remplit bien aujourd'hui, qui va m'occuper tout le printemps. Et c'était très important de le démarrer avec vous, parce que, comme vous l'avez tous rappelé, mon point d'analyse par rapport à toutes ces questions liées au dérèglement climatique, c'est l'exploitation agricole. C'est au niveau, comme je le dis dans l'ouvrage, c'est au niveau de l'exploitation agricole que va se régler, que va se préparer, que vont se solutionner les enjeux du changement climatique. Il faut penser à cette échelle-là, et votre think tank est idéalement positionné sur ce niveau-là, puisque vous êtes construit, et votre raison d'être, je dirais, elle est autour de l'exploitation agricole. Donc, c'était particulièrement important pour moi d'être avec vous ce matin et de partager ces réflexions avec la communauté d'Agridé. Voilà, alors sans plus entendre, j'ai préparé un diaporama que je vais partager avec vous et qui va nous aider à parler de ces idées parfois un peu complexes, enfin en tout cas de ces peut-être ce nouveau mot, je ne sais pas, anthropocène, on va voir jusqu'où vous êtes familier de ce terme. Et donc, j'ai prévu ce diaporama pour illustrer ma présentation et mon propos. Alors, je pense que vous devez désormais le voir apparaître. Alors, très rapidement, je vais commencer par un résumé de l'ouvrage. Ce n'est pas forcément habituel comme façon de faire, mais il me semble important de présenter la thèse de l'ouvrage et la proposition qu'il fait. Et ensuite, je reviendrai sur peut-être la construction intellectuelle de l'ouvrage et je détaillerai surtout les propositions pratiques que je peux faire. Alors, l'idée, elle est de dire, nous sommes rentrés dans une nouvelle époque géologique. Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque géologique qui s'appelle l'Anthropocène. Et cette époque géologique, c'est un inconnu dans le climat qui va s'installer et auquel demain nous allons faire face, nous et évidemment les générations futures. Donc, nous sommes rentrés dans l'Anthropocène. Cette Anthropocène, elle pose beaucoup de problèmes parce qu'elle crée un monde qui est de plus en plus hostile à la vie humaine, à la société humaine. Et il y a un enjeu particulièrement fort autour de cette Anthropocène qui est directement lié à l'agriculture et la transition alimentaire. On va être forcé, on est forcé, et c'est déjà en marche, on est forcé de reconsidérer notre alimentation et la manière dont on produit notre alimentation. Et la proposition que je fais et que je développerai, c'est que l'agriculture doit évoluer et elle doit se faire régénératrice. La solution et l'enjeu pour la profession agricole est de bifurquer collectivement vers une agriculture régénératrice. Et vous verrez que cette agriculture régénératrice, elle fait de la profession agricole non pas un problème, mais une solution à l'ère géologique de l'Anthropocène. Et si si cette transition vers une agriculture régénératrice ne se fait pas, il est aussi possible, et ça on le voit bien apparaître aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il est aussi possible que l'on sorte de l'agriculture. Alors je sais que mon propos il a quelque chose d'un peu choquant en disant mais comment ça, comment peut-il penser qu'on peut sortir de l'agriculture, comment allons-nous manger? Eh bien aujourd'hui vous avez tout un tas de mouvements et d'initiatives qui pensent qu'on peut justement, et il y a tout un courant philosophique qui considère par exemple que l'agriculture est la pire invention, la pire erreur de l'histoire de l'humanité. Et cette phrase elle est issue d'un intellectuel de renom qui s'appelle Jared Diamond, dont vous avez peut-être entendu parler, et sa position, c'est de dire l'agriculture a certainement été utile jusqu'à aujourd'hui, mais il faut en sortir. Et il faut en sortir comment? Eh bien, à partir de biotechnologie alimentaire. Vous avez tout un tas de solutions aujourd'hui qui sont en train d'apparaître pour justement apporter
des protéines animales ou des protéines végétales à partir non pas de l'agriculture, mais à partir de biotechnologie. Bon, ça, ce n'est pas le chemin que je vais prendre ce matin, hein, mais je veux simplement vous alerter et vous sensibiliser sur le fait qu'une sortie de l'agriculture est aussi possible et aussi souhaitée par un certain nombre d'acteurs économiques, de start-up, de fonds d'investissement, mais aussi d'États qui aujourd'hui sont très actifs pour organiser, structurer cette sortie ou cette mise de côté de l'agriculture. Donc, il y a une nécessité, hein, il y a la nécessité pour la profession agricole d'apporter une réponse. Moi, je ne me focalise pas sur les biotechnologies alimentaires, je les regarde avec beaucoup d'intérêt, mais mon sujet, c'est bien l'agriculture régénératrice et c'est bien de ça dont je vais parler avec vous ce matin. Alors, le contexte, je pense je vais passer un peu de temps, pas trop non plus, mais je pense qu'il est important de bien situer le contexte dans lequel nous devons penser cette transition alimentaire et cette trajectoire de l'agriculture régénératrice. Et le contexte, c'est celui de l'Anthropocène. Alors, vous avez tous, on a tous, sans rentrer dans les sciences de la vie et de la terre, nous avons tous le souvenir, quand nous étions à l'école, et puis pour ceux qui se passionnent pour ces sujets, nous savons tous que l'histoire de notre planète bleue n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas linéaire. Et cette histoire de la planète bleue, elle est marquée par un ensemble de périodes géologiques, d'ères géologiques, et donc depuis la naissance de la planète Terre, il y a eu plusieurs dizaines déjà d'époques géologiques. Et on a sans doute en souvenir, quand nous étions à l'école ou en formation, on sait qu'il y a eu des époques glaciaires et qu'il y a eu des époques beaucoup plus chaudes sur la planète qui faisaient que la calotte glaciaire, elle était réduite, très réduite, ou au contraire, elle occupait une place très importante. Donc je dirais, on a tous en nous ce bagage d'une dynamique de notre planète bleue. En 2000, il y a un auteur très important, qui est prix Nobel de chimie, qui nous dit, et lui, sa zone d'étude, c'est l'atmosphère, il nous dit, il s'appelle Paul Crutzen, en 2000, il dit, à partir des études que j'ai pu faire, et notamment liées à la concentration de carbone dans l'atmosphère et l'évolution de la composition physico-chimique de l'atmosphère, j'en arrive à la conclusion que nous sommes rentrés dans une nouvelle époque géologique. On était, depuis 11 000 ans, on est dans une époque que les géologues ont qualifiée de Holocène. Crutzen nous dit au début des années 2000, l'Holocène, c'est fini. On est en voie de sortir de cette période géologique et il propose de dire, après l'Holocène, il y a l'Anthropocène. Et l'Anthropocène, anthropos, en grec, c'est homme. L'Anthropocène, c'est l'âge géologique de l'homme. Depuis cette publication de Crutzen, il n'y a pas eu, il faut être clair là-dessus, il n'y a pas aujourd'hui de reconnaissance officielle de ce changement, de ce basculement dans une époque géologique. Mais le Comité international de géologie se penche très activement sur le sujet et cette décision de changement d'époque géologique va sans doute être actée dans la décennie qui vient. Nous verrons. De toute façon, nous aurons à reparler de cette labellisation officielle et de changement d'époque géologique. Alors, vous vous dites, très bien, bon, parfait, on change d'époque géologique, ok, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est aussi sujet de nombreux questionnements. Parce que cette époque géologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut appréhender le système Terre, notre planète, selon 4 dimensions que l'on appelle l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. La biosphère regroupant l'ensemble des êtres vivants dont nous faisons partie. Évidemment, l'espèce humaine appartient à la biosphère. Eh bien, quand on change d'époque géologique, ces quatre composantes du système Terre, l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère, elles changent de nature. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais elles changent de nature.
Et ce qui est particulièrement sensible et qui aujourd'hui est à l'origine de la bascule dans cette nouvelle ère géologique, c'est la transformation de l'atmosphère. Et cette transformation de l'atmosphère, comme l'indique mon graphique, la variable qui met tout le système Terre en mouvement, c'est la concentration de CO2. Et donc là, vous avez, à partir le graphique que vous avez sur la droite, à partir de prélèvements dans la calotte glaciaire où on regarde les concentrations en CO2, vous voyez qu'il y a eu des variations. Hein, sur 800 000 ans, ça n'a absolument pas été stable, précisément parce qu'il y a eu des différentes époques géologiques. Mais ce que vous voyez est à la toute fin du graphique, parce que 0, c'est notre époque en fait, hein, c'est notre époque géologique. Et donc, vous voyez une explosion de la concentration du taux de CO2 dans l'atmosphère. Et les relevés de 2019 font dire qu'on est à plus de 415 pictomilligrammes. Je n'ai plus exactement l'échelle en tête. En tout cas, on est dans des proportions de concentration du CO2 dans l'atmosphère qui sont considérables et qui n'ont jamais été vues. En tout cas, sur 800 000 ans, cette concentration de CO2 n'a jamais été observée. Et donc, l'atmosphère, l'activité humaine, parce que cette concentration du CO2 dans l'atmosphère, c'est directement lié aux activités humaines. Et c'est bien ce que raconte et décrit Paul Crutzen. Eh bien, cette concentration, elle change le système Terre. Elle change le système Terre et elle change la façon dont il va fonctionner. Et ce que je veux vous faire comprendre, je ne vais pas passer plus de temps parce que je vois quand même que le temps file. Ce qui est très important de comprendre avec cette notion d'anthropocène, c'est qu'on ne vit pas une crise environnementale, on ne vit pas une crise climatique. On vit une transformation irréversible du système Terre. Aujourd'hui, on dit souvent la crise environnementale, la crise climatique. La notion de crise, c'est on est dans un état donné, il y a une perturbation, et à l'issue de la crise, on revient à un état, alors soit le même, soit à un état qui est à nouveau stabilisé. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ça génère aussi un certain nombre d'angoisses. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à un nouvel état stable du climat. Le climat, il est durablement parti, et le système Terre va se transformer, et cette transformation, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. On ne reconnaîtra pas les conditions que nous avons connues sur 10 000 ans. Et donc, c'est bien dans ce contexte-là d'une transformation irréversible du système Terre qu'il faut que l'on raisonne et que l'on positionne les enjeux agricoles et alimentaires. Alors, il y a quelque chose que vous savez sans doute déjà, c'est largement commenté et les adversaires de l'agriculture s'en servent abondamment pour décrier ce secteur. Bien évidemment, je ne m'inscris pas du tout dans cette ligne-là. Il faut néanmoins tenir compte des réalités et des études scientifiques qui nous amènent à dire que l'activité agricole et nos systèmes alimentaires sont co-responsables de cette transformation du système Terre. Ils sont co-responsables parce qu'ils sont notamment à l'origine de rejets de gaz à effet de serre et en particulier du CO2 et du méthane. Et ces deux gaz à effet de serre transforment l'atmosphère. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est cette transformation de l'atmosphère qui met en mouvement tout le système Terre. Donc, il y a une co-responsabilité de nos systèmes alimentaires et de nos pratiques agricoles. Bon, ça, ça a fait l'objet d'études. Malheureusement, c'est instrumentalisé par un certain nombre d'acteurs. Alors, ça veut dire, comme Francky l'a rappelé, et Marie-Laure et Jean-Baptiste l'ont rappelé, l'agriculture est responsable, co-responsable de ce basculement dans l'anthropocène. Mais ce qui me semble être plus important, c'est que l'agriculture est surtout la première victime de cette bascule dans l'ère de l'anthropocène. Premier effet de cette transformation du système Terre. Bon, là, les agriculteurs le savent et les organismes, les structures du monde agricole le constatent et cette fois-ci l'ont très bien compris et accepté quelque part. On fait face à une multiplication des aléas climatiques et biologiques. Et ces aléas climatiques et biologiques, ils vont se multiplier. Ça veut dire que les animaux et les plantes vont se comporter différemment. Les stocks de connaissances, la manière dont on semait du blé, du blé de printemps, du blé d'automne, les dates de semis, les variétés que l'on va semer, beaucoup de choses sont en train d'évoluer et il y a la nécessité de repenser
les pratiques agricoles pour être plus en phase avec les aléas climatiques et biologiques. Donc, ce que je veux vous dire pour résumer, premier point, c'est que le nouveau système Terre, et c'est normal, ce nouveau système Terre de l'Anthropocène impacte directement la biosphère. Et cet impact veut dire que les plantes et les animaux, demain, ils vont se comporter différemment. Ça veut aussi dire qu'il y a certaines plantes et certains animaux qui ne sont plus adaptés ou qui ne vont plus être adaptés au nouveau contexte climatique qui va émerger. Donc ça, c'est le premier point. Anthropocène égale transformation des comportements des plantes et des animaux. Certaines espèces ne seront plus adaptées au nouveau climat qui va se mettre en place. Deuxième effet qui est très important, on rentre dans une nouvelle ère d'incertitude. C'est-à-dire, comme le climat va évoluer et qui va évoluer constamment sur la durée, eh bien, je vous ai résumé ça. Est-ce que dans 30 ans, on peut faire du blé panifiable en Limagne? Vous savez sans doute tous que la Limagne est une terre très fertile et que les agriculteurs, les céréaliers de Limagne, historiquement, ont des performances remarquables pour faire des blés, et notamment de très bons blés panifiables. Avec le changement climatique, il n'est pas certain que cette zone qui est très exposée à des températures élevées au printemps, à des risques de gel également aussi pendant l'hiver, il n'est pas certain que, alors on pourra toujours faire, si vous voulez, on pourra toujours faire un blé panifiable, mais est-ce que ça sera encore rentable pour les agriculteurs? Est-ce qu'ils vont arriver à maintenir des niveaux de rendement suffisants pour pouvoir faire du blé panifiable? Cette question, elle était ridicule il y a 20 ans. Cette question, aujourd'hui, en 2021, elle a du sens. Elle a du sens parce que le climat qui va s'installer sur cette plaine de Limagne fait que les conditions pédoclimatiques vont être difficiles, voire très difficiles. Et il n'est pas certain qu'il devienne rentable de faire du blé sur cette plaine historiquement très fertile. Alors, rapidement, je vous ai monté je vous montre ce graphique parce qu'il faut bien raisonner à l'échelle du globe. Tout ce qui passe en rouge, c'est des zones dans lesquelles il va être de plus en plus compliqué, voire impossible, de faire du blé. Tout ce qui passe en vert, c'est au contraire des territoires qui vont être favorisés, qui historiquement font peu de blé, mais qui vont l'être dans l'avenir. Et tout ce qui est en beige, c'est des baisses de rendement. C'est des baisses de rendement qui sont annoncées dans des proportions qui sont encore incertaines. Et vous voyez que la France, on est en plein dedans. Donc, Anthropocène égale incertitude sur la capacité à maintenir une activité agricole sur certains territoires qui historiquement sont très adaptés, bien adaptés, ou qui sont très riches pour pouvoir faire de l'agriculture. C'est vrai en céréales et c'est vrai dans l'élevage. Troisième effet de l'Anthropocène, critique sociale. Eh bien, effectivement, le fait que l'agriculture soit co-responsable de la transformation, ça génère une inquiétude dans la société. Et vous avez tout un ensemble d'acteurs, d'ONG, de société civile qui, aujourd'hui, sont très organisés, ont beaucoup de compétences, ont des ressources financières et organisent une attaque frontale à l'égard de l'activité agricole. Donc, le troisième effet, si vous voulez, collatéral du changement climatique du dérèglement climatique et de l'Anthropocène, c'est une augmentation et une radicalisation de la critique sociale à l'égard de l'agriculture. Voilà, deux documents, je ne vais pas plus loin sur les constats pratiques du dérèglement du système Terre sur l'agriculture. Si vous voulez aller plus loin, je renvoie à deux documents, un excellent document de 2015 de l'INRAE qui s'appelle « L'adaptation au changement climatique, production par production, zone par zone ». Ce document fait un point précis sur les impacts que cela va avoir. Et quand vous lirez le document, vous verrez qu'ils sont très nombreux. Et puis, un deuxième document plus récent de 2020 qui s'appelle « Life Agri-Adapt ». Là aussi, les conséquences des dérèglements climatiques sont très bien documentées, pour la profession agricole, sont très bien documentées. Alors, dans ce contexte, je vous l'ai dit, l'agriculture doit se transformer. C'est pas possible, le statu quo n'est pas possible. L'agriculture doit bifurquer et elle doit évoluer. Et donc, la manière dont je résume ça, moi, c'est de dire que l'agriculture doit continuer évidemment à nourrir les hommes, mais qu'elle doit avoir une deuxième fonction qui est aussi de réparer la planète. C'est-à-dire qu'il faut avoir une activité agricole qui va nourrir les hommes, mais qui va aussi se soucier du système Terre et qui potentiellement peut le réparer. Et c'est dans ce sens-là que je dis souvent pour ceux qui me suivent et que je remercie au passage, qui me suivent sur les réseaux sociaux,
que je dis souvent que l'agriculture fait partie des solutions de l'Anthropocène et non pas des problèmes comme un certain nombre de personnes ont intérêt à le faire croire à la société civile. Donc, l'agriculture doit évoluer pour nourrir les hommes, ça elle le fait déjà, mais aussi pour réparer la planète, c'est la trajectoire qu'elle doit prendre. Alors, et cette trajectoire, elle doit se faire à travers ce que j'appelle, et là j'invente absolument rien, une agriculture régénératrice. Et donc, cette agriculture régénératrice, ça consiste à fournir des denrées alimentaires, de l'alimentation, tout en préservant et en augmentant l'intégrité de 4 biens communs que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. L'agriculture régénératrice préserve les biens communs. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette préservation des biens communs, elle répond aux 2 défis agricoles qui sont l'atténuation et l'adaptation. C'est-à-dire que l'agriculture doit limiter son impact sur l'environnement naturel, ça c'est le premier enjeu, et l'agriculture doit aussi s'adapter et se préparer au changement climatique, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines espèces de plantes et d'animaux ne vont plus être adaptées, certains bâtiments ne vont plus être adaptés, certaines pratiques agricoles ne vont plus être adaptées. Donc il y a bien l'enjeu de l'atténuation des impacts négatifs, mais également de s'adapter et de se préparer à ces bouleversements climatiques. Et ça, si vous voulez, quand vous préservez les biens communs que sont l'eau, le sol, la biodiversité et l'air, vous faites ce même mouvement d'atténuation et d'adaptation. Ça répond à ce double objectif. Parce que je pense qu'il ne faut pas, 3 secondes là-dessus, il ne faut pas séparer les objectifs d'atténuation et d'adaptation. On ne peut pas s'adapter sans atténuer et on ne peut pas atténuer sans s'adapter. Et c'est bien là-dessus que l'agriculture régénératrice me semble être une solution pertinente. Je précise, et vous l'avez dit, je connais bien l'agriculture, je ne suis absolument pas un agronome et je n'ai pas vocation à devenir un agronome et je n'ai pas vocation à créer une nouvelle discipline agronomique qui s'appellerait l'agriculture régénératrice. Moi, quand je parle ici dans l'ouvrage d'agriculture régénératrice, je définis un objectif pour l'agriculture. Je définis un objectif pour la profession agricole. Je définis un horizon qui consiste à mieux préserver les 4 biens communs que je viens de citer. Et si vous voulez aller plus loin de manière pratico-pratique, je peux vous recommander 2 ouvrages. Il y a un premier ouvrage sur l'agroécologie dans l'élevage qui a été publié aux presses de France Agricole, de la France Agricole, et il y a l'équivalent dans les grandes cultures où on vous montre comment justement vous pouvez, que vous soyez un céréalier ou un éleveur, mieux préserver les biens communs que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a déjà des solutions, il y a déjà des solutions pratiques, elles sont expérimentées par les agriculteurs, elles sont théorisées par certains de mes collègues à l'INRAE. Moi, ce que je propose, c'est une vision institutionnelle, un projet autour de l'agriculture régénératrice. Alors, vous allez vous dire, ok, très bien, ça, vous allez sans doute vous faire cette remarque. Il y a déjà plein de gens qui ont compris ça. Ils ne le formulent pas dans ces termes-là, mais les solutions, elles existent. Et la preuve, tout ce qui se passe du point de vue des agriculteurs et tout ce qui se passe dans les publications de certains de mes collègues à l'INRAE. Là où ça coince, c'est qu'en fait, beaucoup de monde a compris qu'il fallait bifurquer en agriculture, mais en réalité, tout est fait pour que ça n'arrive pas. Et c'est ce que je détaille dans l'ouvrage. Il y a un phénomène que l'on appelle en économie institutionnelle la dépendance de sentier. C'est-à-dire qu'un agriculteur, très concrètement, une fois qu'il a pris une trajectoire sur un système agricole donné, il est très compliqué d'en sortir. Il est très coûteux, voire impossible pour lui de sortir du système dans lequel, quelque part, il s'est enfermé. Et ça s'explique par un phénomène que l'on appelle en économie, mais aussi en sciences politiques, par un phénomène que l'on appelle l'enclosure. L'enclosure, où également, il y a un phénomène d'enclosure et ce que l'on appelle des marchés défaillants. C'est-à-dire que si vous regardez une exploitation agricole, eh bien, autour d'elle, elle est entourée, enserrée par un ensemble de marchés défaillants dans lesquels, tous ces marchés, il y a des positions de monopole.
et il y a des rentes de situation qui se sont installées. Et ces rentes de situation et ces monopoles, ils se sont installés sur un certain système agricole. Sur un certain système agricole qui a rendu beaucoup de services au XXe siècle à notre société, mais ce système agricole, aujourd'hui, il n'est plus adapté au contexte géologique et sociétal de l'Anthropocène. Et donc, sur le marché des intrants sanitaires, sur le trading des matières premières agricoles, sur le machinisme agricole, sur la collecte et la transformation, sur la distribution alimentaire, sur les marchés des ressources génétiques. Donc, un agriculteur, pour fonctionner, il a besoin de tout ça, hein, il a besoin de toutes ces ressources. Tous ces marchés, en économie, on appelle ça des marchés défaillants parce que vous avez des situations d'oligopole, voire de monopole qui se sont installés. Et ces oligopoles et ces monopoles, ils créent une forte dépendance de sentiers. Et ils sont construits, il y a des volontés de faire évoluer, mais ils sont majoritairement construits sur un système agricole, sur des pratiques agricoles qui doivent évoluer, qui ne sont plus adaptées au nouveau contexte géologique. Alors, je ne dis pas qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas d'initiative, parce que quand vous regardez, vous avez aussi conscience qu'il y a des gens qui innovent et qui ont compris cela. Mais si vous voulez, ce système-là, il y a beaucoup d'inertie. Alors que la transition agricole, elle doit se faire assez vite maintenant, et qu'on en parle déjà depuis pas mal de temps, on voit bien que l'ensemble des marchés qui enserrent l'activité agricole, il y a beaucoup d'inertie et ça ne va pas très vite et sans doute pas assez vite par rapport aux objectifs qui devraient être ceux d'une agriculture régénératrice. Alors, c'est en faisant ce constat d'une dépendance de sentiers et d'une défaillance importante des marchés agricoles, juste un aparté aujourd'hui, vous avez un acte qui illustre bien ça quand même, c'est que vous avez un acteur, un très gros acteur du secteur de l'agroalimentaire américain, mais qui rayonne à l'échelle mondiale, qui s'appelle Tyson Foods. Tyson Foods est un géant de l'agroalimentaire, bien plus gros que ce que l'on connaît chez nous en France et en Europe. Bon, Tyson Foods a mis beaucoup de pression sur le système agricole pour aller vers la compétitivité et réduire les prix de l'alimentation. Eh bien, Tyson Foods aujourd'hui se dit, quand on lit ce qu'ils disent, alors ils disent oui, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours de l'agricole, il y aura toujours de l'agriculture, mais on voit aussi que Tyson Foods investit massivement sur les biotechnologies alimentaires. Donc, vous avez un positionnement ambigu, on va dire ça comme ça, de certains acteurs sur les marchés agricoles qui ont mis beaucoup de pression sur le système, énormément de pression sur le système, énormément de pression sur les exploitations agricoles, qui voient bien que le système est arrivé à bout de souffle et qu'il y a une réforme, qu'il faudrait faire une réforme. Mais cette réforme, ils ne la font pas forcément au niveau de l'agriculture. Ils la font en investissant dans les biotechnologies, parce qu'ils considèrent que des biotechnologies alimentaires, parce qu'ils considèrent que c'est aussi des solutions et que pour faire évoluer l'agriculture, c'est très compliqué. Donc, cette ambiguïté et cette rigidité de nos systèmes alimentaires, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit universitaire, c'est une réalité qui s'observe de manière très pratico-pratique dans les choix d'investissement que sont en train de prendre certains acteurs des marchés alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où l'ouvrage fait un certain nombre de propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, dans le bouquin, c'est la deuxième partie. J'ai appelé ça la reconquête collective. Là, je prétends absolument pas avoir une solution définitive pour faire bifurquer et adapter l'agriculture au contexte de l'Anthropocène. Moi, je fais un certain nombre de propositions. Je les mets au débat. Je pense que c'est là l'utilité du bouquin, je mets au débat, on en discute et il y a sans doute d'autres idées qui pourront émerger. Donc, comme je vous l'ai dit, la solution que je propose, à la suite d'autres, bien évidemment, c'est de dire qu'il faut l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui nourrit les hommes et qui répare le système terre. Dans l'ouvrage, je fais 4 propositions pour faire émerger cette agriculture régénératrice. Première définition, et ça on pourra sans doute en discuter avec Jean-Baptiste et Hubert aussi, qui sont bien plus compétents que moi, je propose de redéfinir l'activité agricole dans le droit rural. Deuxième proposition, je propose de faire émerger un nouveau statut d'exploitation agricole qu'on pourrait appeler l'exploitation agricole à mission. Troisième piste, avoir des nouveaux outils de gestion, nouveaux outils de pilotage des exploitations agricoles autour de ce qu'on appelle les matrices de matérialité. Et puis,
ça a été évoqué, et ça me semble être une piste très, très importante par Jean-Baptiste, ça a été évoqué, mettre en place, réformer la comptabilité agricole et aller vers une comptabilité agricole environnementale. Donc ça, je vais les détailler, mais selon moi, si l'on veut aller vers l'agriculture régénératrice, ça ne va pas venir des marchés, ça ne va pas se faire tout seul. Si vous voulez, il faut bousculer les institutions pour transformer les pratiques. Et mes pistes pour bousculer les institutions et aider les agriculteurs, parce que c'est bien là mon objectif, moi, hein, dans le bouquin, c'est de se situer au niveau de l'exploitation agricole et de faire bifurquer les exploitations agricoles. Les propositions que je fais, c'est redéfinir dans le droit l'activité agricole, un nouveau statut, des matrices, des outils de pilotage et la compta. Alors, rapidement, parce que je vois que le temps file. Redéfinir la nature de l'activité agricole dans le droit. Aujourd'hui, l'activité agricole, elle est définie comme la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Ça, c'est défini comme ça dans le droit rural. Je propose de compléter cette définition en ajoutant que cette activité qui consiste à maîtriser un cycle biologique, elle génère des liens fonctionnels avec un ensemble de biens communs naturels et culturels qui déterminent l'exercice de droits fondamentaux pour les générations actuelles et futures. Alors, ce n'est pas une coquetterie de ma part. Pourquoi je fais ça? On dit souvent que l'agriculture est stratégique, que l'agriculture est indispensable, que les agriculteurs sont les premiers architectes des paysages, sont les premiers jardiniers, que les premiers sont les premiers défenseurs de l'environnement. Donc moi, je suis bien en phase avec cette analyse et je pense qu'il faut aller encore plus loin dans cette vision de l'agriculture comme non pas fournir uniquement des matières premières agricoles au plus bas prix, mais au contraire comme une activité essentielle qui entretient des liens forts avec un ensemble de biens communs, donc eau, air, sol et biodiversité, mais aussi avec la culture. Et ces biens communs qui sont liés à l'activité agricole, ils engagent l'exercice de droits fondamentaux. Donc tout ça, c'est pour dire, en tout cas moi, mon objectif, c'est de reconnaître et redonner de l'importance à l'activité agricole au-delà de l'acte purement productif. Parce qu'aujourd'hui, le droit rural fait de l'activité agricole un acte alimentaire productif. Eh bien, moi, je pense, comme d'autres, que l'agriculture, c'est bien plus que cela. L'idée que je propose, mais qui peut être évoluée, c'est de rentrer dans le droit rural et de dire que l'agriculture n'est pas une activité productive comme une autre. Elle a des liens et elle a des responsabilités, elle a des enjeux bien au-delà d'un acte productif. Deuxième piste, statut d'exploitation agricole à mission. Alors là, c'est directement lié à, effectivement, toutes mes recherches sur la gouvernance des entreprises. Très rapidement, vous avez sans doute vu, on en a beaucoup parlé en 2019 et 2020, apparaître le nouveau statut d'entreprise à mission. Donc, par exemple, Danone est devenu entreprise à mission. Vous avez d'autres structures qui ont basculé et qui affichent une mission. Et quand on dit qu'une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'elle a une activité économique, mais qu'elle se donne aussi des responsabilités extra-économiques. Et donc, ce que je propose, c'est de faire une exploitation agricole à mission. Pourquoi? Vous allez me dire, là aussi, c'est important de dire pourquoi. Premier élément, c'est pour sortir des normes et des standards imposés. Quand on est une entreprise à mission, on se donne un objectif de préservation des biens communs, par exemple, et eh bien, on recherche, on réfléchit, on innove pour pouvoir réaliser cette mission. On ne se contente pas d'appuyer des normes et des standards qui sont des figures imposées. On va aussi vers des figures libres, on invente de nouvelles choses, on sort de l'existant. Donc, l'entreprise à mission, c'est aussi se dire, moi, je veux casser les codes et je veux aller au-delà, j'innove. Deuxième élément, à mon avis très important, c'est que vous pouvez générer des engagements contractuels opposables. Vous pouvez dire, moi, producteur laitier, j'ai une activité de production de lait, évidemment, mais j'ai aussi une activité, et ça fait le cœur de mon entreprise, qui consiste à préserver des biens communs. Je me suis engagé, et vous, mon acquéreur, vous devez savoir que moi, je fais ça sur mon exploitation agricole, et j'aimerais bien que l'on s'engage collectivement et qu'on partage les efforts pour préserver les biens communs et réparer le système terre. Et donc, à partir de là, on peut générer toute une cascade d'engagement contractuel du producteur jusqu'au consommateur pour mieux gérer le système terre. Ensuite,
pas en Suisse, je pense, parce que c'est des sources de financement. Ensuite, cette entreprise à mission, elle peut aussi, agricole, hein, cette exploitation agricole à mission ou entreprise agricole à mission, ça facilite l'accès à de nouvelles sources de financement. On voit bien qu'aujourd'hui, les critères de financement pour avoir accès à des ressources, on regarde de plus en plus les performances extra-financières. C'est vrai pour les grandes entreprises et ça sera vrai demain pour les exploitations agricoles. Si vous montrez que vous êtes vertueux sur l'environnement, vous aurez demain des sources de financement favorables. Vous aurez des paiements pour services environnementaux, vous aurez des banquiers, vous aurez du crowdfunding, vous aurez des aides publiques parce que vous montrez cet engagement. Donc, il me semble que le statut d'exploitation agricole, c'est un espace, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est un espace d'innovation, de prise d'initiative de la part des agriculteurs pour inventer des nouvelles choses et ne plus subir des normes qu'on leur impose. Et c'est aussi renverser la vapeur dans les engagements contractuels. J'accélère un petit peu. Troisième élément, les outils de gestion et de pilotage, il faut arrêter de regarder uniquement la performance productive. Il faut de nouveaux outils de gestion qui permettent de piloter son exploitation agricole. Donc là, il y a tout un tas de dispositifs en sciences de gestion, ça s'appelle des matrices de matérialité. Les entreprises se sont pas mal accaparées ces outils-là pour transformer le pilotage et la construction de leur stratégie. On peut faire pareil dans les exploitations agricoles. Il nous faut des nouveaux outils de gestion, il nous faut des nouveaux outils de pilotage pour faire émerger cette exploitation agricole nourricière et réparatrice. Quatrième et dernière piste, alors c'est pas Bertrand Valliorgue qui parle, il y a des gens bien plus compétents que lui qui l'ont dit avant et qui l'ont travaillé. Néanmoins, je pense que c'est aussi, et c'est pour ça que je l'ai bien pointé du doigt dans l'ouvrage, la comptabilité environnementale, elle est très importante aujourd'hui pour pouvoir redonner de l'initiative, redonner des capacités de financement aux agriculteurs. Et puis surtout, moi, ce qui me semble important au niveau de cette comptabilité environnementale, c'est de montrer et de chiffrer, de matérialiser tout ce que font les agriculteurs pour préserver les biens communs naturels et les biens communs naturels. Aujourd'hui, si vous voulez, dans la comptabilité, une exploitation agricole qui pollue, qui a beaucoup d'externalités négatives, et au contraire, une exploitation agricole qui a une empreinte environnementale positive, dans le bilan et le compte de résultat, c'est exactement la même chose, ça ne se voit pas. Donc, si vous voulez, les comportements les plus vertueux, et il y en a de plus en plus, ils ne sont pas matérialisés et chiffrés, on ne les voit pas. Et ça, il faut bien avoir conscience que ça arrange plein de monde, en fait, que ça ne se voit pas, parce que ça permet de masquer et de ramener tout à une seule et même variable prix sur lequel on met un maximum de pression. Donc, je pense à la suite de ce qui se passe à l'AgroParisTech, il y a tout un tas d'initiatives aujourd'hui autour de la comptabilité environnementale. On peut changer beaucoup de choses et on peut matérialiser l'agroécologie, si vous voulez, et on peut financer la transition, une partie de la transition vers l'agriculture régénératrice en mettant en place une nouvelle comptabilité. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit texte dans la revue d'Agridé. Je suis très content de ce texte et je vous remercie de m'avoir ouvert vos colonnes. Je dis je pense qu'il n'y aura pas de troisième révolution agricole sans une profonde réforme comptable. Si on veut faire émerger l'agriculture régénératrice, si on veut avoir une agriculture nourricière et réparatrice, il faudra changer la comptabilité des exploitations. Si on ne le fait pas, ça va traîner et ça va durer beaucoup trop longtemps. Alors, pour conclure, je termine là-dessus. Ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est une synthèse de mon propos et ensuite, je serai très heureux de répondre aux questions. Premier élément, je vous l'ai dit, mais ça c'est très important de le partager. On ne traverse pas une crise climatique, il n'y aura pas de marche arrière, il n'y aura pas de retour en arrière. On est dans un bouleversement des équilibres du système Terre. Notre planète évolue. On ne va pas retrouver un état stable dans les prochaines années ni dans les prochaines dizaines d'années. De toute façon, tant qu'on continue à émettre du CO2, on accélère la transformation du système Terre. On aura éventuellement une stabilisation du système Terre quand on aura stabilisé les émissions de CO2.
Et il y a une énorme inertie dans ce système. Donc, on est parti sur plusieurs siècles de transformation du système Terre. La planète évolue, elle se transforme. Et cette planète, ça n'a jamais été facile pour les hommes d'habiter la planète Terre. Ça va l'être de moins en moins. Deuxième élément, les systèmes agricoles, nos systèmes alimentaires, nos pratiques agricoles sont co-responsables. OK, merci de nous le rappeler sans cesse. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que l'agriculture est aujourd'hui la première victime. C'est le premier secteur qui est victime de l'anthropocène et des dérèglements climatiques. Il n'y a pas un autre secteur d'activité qui est plus impacté défavorablement par l'activité agricole. En tout cas, chez nous, en France et en Europe. Pour d'autres, c'est plutôt bien. Mais pour nous, dans notre contexte franco-français et européen, ce n'est pas une bonne nouvelle, les dérèglements climatiques. Donc, il va y avoir plus d'aléas climatiques et biologiques, plus d'incertitudes et plus de contestations sociales. Ce que je suis en train de vous dire sur plus d'aléas climatiques, ça vous l'avez compris, c'est des orages, des sécheresses, éventuellement des gelées tardives, enfin bref, le climat se transforme, mais il va y avoir des aléas biologiques. Ce qu'on vit aujourd'hui, la zoonose Covid-19, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que c'est lié au dérèglement du système Terre. Il y a plus d'incertitudes, voilà, et de contestations sociales. On y reviendra peut-être, mais là, il y a une parenthèse. La profession agricole dans la crise sanitaire, elle a plutôt été réévaluée. Quand ça va un peu retomber, je crains fortement que la contestation sociale s'amplifie à l'égard de l'agriculture. Ma solution, c'est de passer vers une agriculture régénératrice dont j'ai dessiné les grands objectifs et dont je vous ai montré qu'il y avait déjà des solutions. Le problème, c'est que cette agriculture régénératrice, la solution, on la connaît, mais elle est sans cesse repoussée du fait de marchés défaillants et d'absence d'incitation suffisante. Il y a une dépendance de sentier très forte qui retarde, qui freine tout le potentiel de cette agriculture régénératrice. Et je propose dans le bouquin, mais ce n'est pas définitif, il y a d'autres idées qui pourront émerger, je propose un renversement institutionnel, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un renversement, mais un certain nombre de transformations institutionnelles, et un projet politique pour refonder l'agriculture. Voilà, chers amis, ce que je voulais, chers amis d'Agridé, de la communauté d'Agridé, voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Je n'ai pas exactement tout dit par rapport à l'ouvrage, mais je pense qu'on a un bon tour d'horizon, un bon tour de piste du diagnostic et des pistes que j'évoque, et je serai très heureux d'en discuter avec vous. Je suis prêt à répondre à l'ensemble des questions que cela génère. Merci beaucoup, Bertrand. Je prends la suite de votre présentation. Merci pour cet exposé. On a pas mal de réactions dans le forum de discussion. J'ai déjà récolté 4 ou 5 questions que je vais vous poser finalement. Et puis, Francky et Jean-Baptiste aussi auront un temps pour réagir et poser des questions. Je vous avais évoqué la revue Agridé. J'en profite juste pour la remontrer. Effectivement, sous la direction d'Isabelle Delourme, on a fait un grand dossier sur l'entreprise agricole et défis climatiques. Un dossier vraiment avec plein de contributions, d'initiatives. On parle aussi d'une ferme qu'on a visitée qui vous a inspiré, la ferme de la Tremblay, pas très loin d'ici. Et puis, voilà, tous les experts qui se sont exprimés. Donc, je vous invite à lire notre revue. Tout est sur le site internet d'Agridé pour retrouver ce numéro. N'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, j'ai effectivement quelques questions. Il y a un agriculteur, Noël de Neuville, qui a réagi sur cet anthropocène. Est-ce qu'il n'est pas encore plus grave que vous le décrivez? Et est-ce que le problème aussi principal, ce n'est pas l'énergie, l'énergie qui accentue les inquiétudes? Cette agriculture régénératrice que vous décrivez, Bertrand, elle fonctionne avec l'énergie naturelle, du soleil, etc. Quid de l'alimentation cellulaire, nous demande Noël. Et pour ne pas parler d'ailleurs aussi des fermes verticales qui vont produire, on l'a vu dans un article récemment, de l'herbe 365 jours sur 365 pour le bétail, des fermes de l'herbe cultivée sous l'aide. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette question de l'énergie disponible qui se pose? Ça, c'est une question de Noël de Neuville, agriculteur. Toujours sur, ça me permet de faire la transition sur une question d'Héloïse Gagné sur les biotechnologies. Pouvez-vous donner des arguments pour aider à expliquer que le scénario grand remplacement par les biotechnologies
et le scénario agriculture, décidément, j'y arrive pas, régénératrice, ne sont pas compatibles. Et pourquoi serait-il incohérent de les porter? Est-ce que ce ne sont pas finalement les deux facettes d'une même solution de la transition alimentaire? Pourquoi opposer ces deux solutions? En parlant de solutions, on a Baptiste Petitjean du Haut-Commissariat au Plan qui vous demande: la France peut-elle demeurer une puissance agricole dans cette trajectoire que vous décrivez? Et d'ailleurs, quelles sont les trajectoires possibles et pas forcément souhaitables, mais possibles, que les autres trajectoires possibles? Jean-Marie Chauvet demande si les bioénergies et la bioéconomie ne sont pas aussi une solution avec leur vision systémique. Là, on connaît cette économie circulaire qui favoriserait la préservation des communs. Je vais continuer pendant que vous réfléchissez à vos réponses, à regarder un petit peu les réactions. Mais effectivement, l'énergie revient beaucoup, Bertrand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quel niveau individuel les actions peuvent-elles être portées? Les droits et les devoirs, vous avez parlé de responsabilité, donc ça a interpellé un petit peu les participants. Et puis, pourquoi un retour en arrière est-il impossible? Vos chiffres sur 800 000 ans semblent prouver le contraire. Pourquoi y a-t-il un retour en arrière impossible? Ça revient. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais tenter de… Je peux pas tout prendre. Et puis, il y a des questions qui sortent de mon domaine de compétences, de toute façon. L'énergie. Alors, effectivement, on a une activité agricole, mais bon, il n'y a pas que l'agriculture qui consomme beaucoup d'énergie et qui est notamment dépendante des énergies fossiles. Donc, mais ça, je dirais que c'est vrai. Mais les solutions qui sont proposées autour de l'agriculture régénératrice, elles visent aussi, quand vous regardez bien, par exemple, si vous prenez l'agriculture de conservation des sols, qui est une solution pour moi qui rentre directement dans l'agriculture régénératrice, eh bien, il y a des économies d'énergie, le travail des sols est considérablement réduit, voire arrêté. Ça, c'est de nature à réduire la consommation énergétique du secteur agricole. Mais lié à cela, et ça rejoint l'économie circulaire et la bioéconomie, on sait aussi que le secteur agricole peut produire des énergies et des énergies renouvelables. Donc, vous avez bien raison, et ça, c'est un angle mort de l'ouvrage. J'ai un ami qui me l'a fait remarquer, et mon frère aussi me l'a fait remarquer en le lisant. Il m'a dit: tu ne parles pas assez d'énergie, et il y a des solutions qui sont tout à fait envisageables pour à la fois atténuer la consommation d'énergie et recréer de l'énergie à partir de l'agriculture. Donc là, il y a des choses à faire, et moi, je suis preneur de lecture qui m'aiderait à être plus fin sur ce sujet énergie-agriculture. Alors, pourquoi, deuxième élément, pourquoi on ne retrouvera pas les équilibres? Parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, on peut envisager que dans 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 1 million d'années, on soit revenu à des niveaux de carbone dans l'atmosphère qui sont ceux que l'on a connus aujourd'hui sur la période qu'on appelle de l'Holocène, sur les 10 000 dernières années. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne retrouvera plus les équilibres. La biosphère, sur la période qui éventuellement pourrait s'écouler jusqu'à un retour à un niveau sensiblement identique d'atmosphère, la biosphère ne sera plus du tout la même. Vous voyez bien que les dinosaures ne sont jamais revenus, même si, une fois disparus, il y a sans doute des périodes géologiques qui leur étaient favorables. Simplement, ces espèces ont disparu. C'est dans ce sens-là que je veux vous dire que le retour à la normale, le retour à ce qu'on a connu, n'arrivera pas. On aura une autre biosphère, on aura une autre nature, quand bien même le niveau de CO2 reconnaîtront ce que l'on a connu. Agriculture versus biotechnologie. Alors, je crois qu'il y a Jean-François Auquette qui est connecté. Il pourra éventuellement compléter ce que je veux dire par là. L'urgence, la nécessité de la transition alimentaire, elle est comprise par un certain nombre d'acteurs, et notamment par les acteurs des biotechnologies. On pourrait théoriser une cohabitation pacifique. Mais ça, c'est
excusez-moi de prendre ma casquette de gestionnaire et d'économiste, mais c'est très mal connaître le fonctionnement des marchés. C'est-à-dire que la prétention d'une entreprise, toutes les entreprises ont en réalité des prétentions hégémoniques. Elles ne veulent pas partager un marché. Une entreprise, elle a volonté de prendre 100% du marché. Donc, aujourd'hui, on voit bien les acteurs qui sont derrière toutes les biotechnologies alimentaires. Ce n'est pas des tendres, ce n'est pas des bisounours. Ils rentrent dans ce secteur-là pour prendre un maximum de parts de marché et pour disrupter au maximum le secteur agricole. Et donc, leur volonté est de prendre un maximum de positions et de mettre l'agriculture hors jeu. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est comme si Microsoft, dans les années 80, on faisait du traitement de texte à la main et on a vu apparaître progressivement le traitement de texte. Ben, vous êtes en train de me dire, c'est comme si Microsoft avait été sympa et avait voulu garder du boulot pour les secrétaires, hommes ou femmes, qui tapent à la main. Ben non. La volonté de Microsoft, ça a été de prendre et de généraliser complètement le traitement de texte et de mettre à la casse toutes les machines à écrire. Eh bien, c'est pareil sur les biotechnologies alimentaires. Il y a une volonté de prendre toute la place disponible et de mettre l'agriculture à la poubelle. Et voilà pourquoi, donc, il y a ce premier aspect, je ne crois pas du tout à la cohabitation pacifique entre agriculture traditionnelle et biotechnologie alimentaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que les sommes qui sont investies dans les biotech alimentaires sont sans commune mesure par rapport aux sommes investies dans le secteur agricole. Et deuxièmement, mais ce n'est pas à moi d'ouvrir ce débat de société, c'est à vous, nous, citoyens, mais il y a un moment donné, il va quand même falloir qu'on nous explique comment marchent vraiment ces biotechnologies alimentaires, comment on fait pousser enfin on le sait maintenant, hein, on a notamment les textes de Hockett, ils nous expliquent très bien qu'il faut beaucoup d'hormones pour faire pousser cette viande cellulaire. Il va falloir qu'on nous dise quels sont les risques, comment ils sont couverts, comment ils sont traités. Donc moi, ce n'est pas l'enjeu du livre, c'est un point du livre, les solutions, les biotechnologies alimentaires. Et là, je m'adresse plus, moi, vous avez compris, à la profession agricole moi, je prends la route de l'agriculture régénératrice. Et l'inquiétude et le warning que je peux mettre à la profession agricole, c'est attention, il y a une prétention hégémonique. Voilà, j'ai fait un développement un peu long, pardon. Mais avant de nous couper une jambe parce qu'elle est cassée, peut-être qu'on va essayer de réparer la jambe, c'est-à-dire la jambe cassée, éventuellement, c'est l'agriculture. On va essayer de réparer l'agriculture avant de la saborder, de se dire super, on a toutes les solutions avec les biotechnologies alimentaires. Je n'y crois pas. Mais mon attitude scientifique fait que je vais travailler le sujet et que je vais me documenter. Et à Agridé, on adore les débats, donc la discussion ne fait que commencer. D'ailleurs, quand vous répondiez, Bertrand, la discussion a continué. On a des remarques multiples aussi sur quelle est la formation des agriculteurs, comment on peut les sensibiliser à tout ça. Il y a des gens très inspirés qui vous remercient et qui ont envie d'aller plus loin. Donc, on vous transmettra tous ces messages et ces coordonnées. Je vois que l'heure file, hein, il est 12h04. Il nous reste à peu près 20 minutes pour finir de discuter ensemble. Francky, je crois que tu voulais réagir un petit peu. Tu as lu aussi le fil de la discussion. Oui, tout à fait. Je repartais de la dernière question qui m'a interpellé également sur la formation, en élargissant un peu à ce mouvement, enfin le mouvement, un peu, le rôle de l'écosystème agricole en fait pour faire transformer les choses ou accélérer la transformation en tout cas. Donc autant vous avez mis en avant quelques modèles d'agriculture innovante régénératrice qui sont en train de se développer, comme celles qui conservent les sols ou plus largement qui travaillent sur le vivant. Donc, on voit c'est des petits mouvements qui prennent du terrain. Derrière ça, vous avez ouvert le sujet donc, de la comptabilité environnementale aussi, où il s'agit maintenant de prouver, de nous donner des éléments visuels pour démontrer que ce qu'on fait est bien, ce que l'agriculteur fait est bien, pour le rendre, on va dire, tangible auprès de ces parties prenantes. Donc là aussi, comment le métier des comptables aujourd'hui peut évoluer vers ce genre de nouvelles mises en valeur. Le point également que j'avais, c'est sur le rôle des territoires. Parce que l'agriculture est quand même souvent connectée au terrain, même si le mouvement que vous présentez doit se faire à l'échelle planétaire. Il n'est pas franco-français, bien entendu,
Mais quel est le rôle du travail, du travail sur le territoire au plus près des exploitations ou dans leur contexte, on va dire, pédoclimatique assez proche? Et dernier point que vous pourriez ouvrir aussi, c'est le rôle des politiques publiques. On est en pleine réflexion sur la future PAC, qui est aussi elle-même chahutée depuis plusieurs années. On sent d'ailleurs que la transition ne se passe pas aussi simplement qu'on le pensait, elle a quasiment 2 ans ou 3 ans de retard. Et même la PAC qui sortira sera elle-même mise en œuvre que sur 2 ou 3 ans. On voit ce mouvement en fait d'imbrication entre le politique, le public pardon, et l'économique derrière, et puis au retour à l'exploitation. Donc, comment toutes ces différents cercles concentriques peuvent se mettre en musique pour que ce mouvement de masse se produise? Alors, merci Francky. Bon, je n'ai pas une visibilité d'ensemble sur l'enseignement. Je veux commencer, Francky, vous évoquiez l'enseignement. Alors, il y a effectivement l'appareil de formation, il est très structurant et il a un rôle central, majeur, à jouer dans cette bifurcation que je défends vers l'agriculture régénératrice. Je sais qu'il se passe déjà beaucoup de choses dans les lycées agricoles, qu'il se passe également beaucoup de choses dans les écoles d'ingénieurs. Moi, si je devais donner un conseil par rapport à l'appareil de formation, c'est d'ouvrir encore plus vers les sciences sociales, c'est-à-dire d'ouvrir vers notamment les sciences politiques, pour mieux comprendre les enjeux agricoles autour de l'agriculture. Je pense qu'il faut… on sait très bien faire, aujourd'hui notre appareil de formation, il sait très bien faire sur les enjeux agronomiques et zootechniques. Je pense que le monde entier nous envie notre appareil de formation. Bien, il doit falloir aussi aller vers les sciences sociales, les sciences politiques en particulier, et sans doute un peu plus de management, et notamment là je prêche un peu pour ma communauté, mais du management de l'innovation ou du management de la transition. Là, c'est des choses qui sont susceptibles d'accompagner et d'aider les jeunes à se poser les bonnes questions, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est se poser les bonnes questions. Donc, si je devais donner un conseil, mais je pense que c'est déjà fait, en partie fait, mais ça serait d'accélérer sur les sciences sociales. Francky, sur le niveau de la transition, alors la transition, elle se joue à plusieurs niveaux, et c'est vrai, j'en parle dans le bouquin, mais je n'ai pas du tout eu le temps de le développer. Il devrait normalement se passer beaucoup de choses sur les territoires. Et je vous ai bien dit que mon niveau d'analyse était l'exploitation agricole. Mais les agriculteurs ne peuvent pas, absolument pas, faire ça tout seuls. Il va falloir les accompagner. Il va falloir les accompagner, et notamment les collectivités territoriales. Donc, il faut que les collectivités territoriales, elles prennent à bras le corps le secteur agricole. Et quand je dis ça, aujourd'hui, le secteur agricole, c'est soit des enjeux économiques, soit des enjeux électoraux. Je ne veux pas être un peu dur avec nos élus, mais enfin, quand même. Soit il y a des enjeux économiques, soit il y a des enjeux électoraux autour du monde et de la profession agricole. Bien, je milite pour que nos élus et nos territoires prennent toute la mesure des enjeux politiques au sens noble du terme autour de l'agriculture, des enjeux de souveraineté alimentaire, des enjeux d'accompagnement, des enjeux de transmission. Voilà, il faut un plan, il faut des plans agriculture qui ne soient pas uniquement des plans de compétitivité agricole ou une forme, je suis un peu dur là, une forme de clientélisme. Il faut faire de l'agriculture le véritable secteur primaire, je trouve que c'est bien dit, le secteur primaire des territoires qu'il faut maintenir et faire transiter. Et sur la PAC, ça fait 30 ans qu'on traîne des ambiguïtés sur la PAC. Moi, il y a un auteur que je cite abondamment dans le bouquin, c'est Edgar Pisani. À son époque, Pisani nous a dit la PAC va dans le mur, la PAC va dans le mur. La PAC n'a pas réellement de projet agricole. La PAC a un projet de compétitivité pour l'agroalimentaire. Voilà, on est dans ces contradictions. Ça se traduit par… Bertrand, excusez-moi, vous proposez 10 propositions pour retravailler toute la raison d'être de la PAC dans votre livre. Vous faites des propositions. Je fais des propositions et que j'espère cohérentes en disant il faut un projet agricole européen, et ce projet agricole européen, il est autour de l'agriculture régénératrice.
et il n'y a plus de piliers, de premier pilier, de deuxième pilier. Il y a un véritable projet agricole que l'on accompagne. Et c'est cela qu'on veut pour l'agriculture française et européenne. Donc là, Francky, ce que vous dites sur le retard de cette PAC, il est emblématique des contradictions dans lesquelles elle est enfermée depuis 30 ans maintenant et dont elle n'arrive pas à se départir. Donc, je ne pense pas que la prochaine PAC qui va arriver, bon, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je ne pense pas qu'elle va être suffisante pour… mais c'est déjà bien, hein, c'est un progrès. De toute façon, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais il y aura un autre saut à faire dans les prochaines années. En parlant de progrès, si vous me permettez, Francky et Jean-Baptiste, on refait un petit tour sur le forum de discussion, où il y a notamment Hervé Pillot, qu'on connaît bien, qui lui parle d'agricultrice. Décidément, j'arrive plus à dire ce mot aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un m'a jeté un sort. Agriculture génératrice de commun, c'est son terme à lui. Il pose la question, alors il vous dit c'est très bien, c'est très clair. Dommage, vous ne parlez pas assez d'urbanisation, qui est indissociable du développement de l'agriculture. Et il se pose aussi la question de la constitutionnalité du droit rural. Les communs sont exclus de la Constitution. Peut-être que Jean-Baptiste pourra réagir aussi sur ce sujet parce qu'il le suit avec attention. Alors, c'est aussi une très bonne remarque d'Hervé. Alors, Hervé, le phénomène d'urbanisation, j'en parle dans le premier chapitre, j'en ai pas parlé aujourd'hui, et je mobilise la notion de fracture métabolique qui indique que nos sociétés s'urbanisent de plus en plus et qu'elles sont de fait de plus en plus dépendantes des campagnes et qu'elles mettent de plus en plus de pression sur les campagnes pour les nourrir au plus bas coût. Donc, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais ça met en mouvement et ça met en tension forte le secteur agricole, cette urbanisation. Et alors, excellente remarque, Hervé, sur le statut des biens communs aujourd'hui dans notre droit et dans notre constitution. Il y a eu une tentative en Italie autour d'un très grand juriste, d'un constitutionnaliste qui s'appelle Rodotà, Stefano Rodotà, qui a essayé de faire rentrer les biens communs dans la constitution italienne, pas notre constitution, mais ça n'a pas marché. Et donc, vous avez bien raison, il y a un énorme chantier constitutionnel qui est ouvert d'ailleurs, parce qu'on a une très belle école des communs en France qui défend ça, justement, de faire rentrer les communs dans la Constitution. Je m'inscris modestement dans cette lignée-là. Et Jean-François Auquette vous a bien répondu. Il nous invite à lire l'ouvrage de Gilles Luneau sur le steak barbare, qui confirme la stratégie agressive des promoteurs et des investisseurs de la viande in vitro. Voilà. Édouard Marchand nous demande s'il y a un indicateur d'agriculture. Est-ce qu'un indicateur d'agriculture régénératrice sur les territoires aurait du sens? On parle de résilience alimentaire aussi. Tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, sur ces sujets-là, on conduit à vue, je dirais. On conduit à vue et on n'a pas les bons outils. On n'a pas les bons outils au niveau des exploitations agricoles et on n'a pas les bons outils au niveau des collectivités territoriales. Et donc, on aurait intérêt à avoir effectivement des indicateurs de résilience, par exemple, mais aussi des indicateurs de transition pour pouvoir piloter et agir sur le contexte. On a besoin d'outils. Alors, ça peut paraître gadget. Quand on dit outils, on se dit oui, non, mais c'est des outils de pilotage stratégique. Ce n'est pas des micro-outils, mais des indicateurs de résilience alimentaire, des indicateurs de transition, des indicateurs sur l'empreinte environnementale de l'agriculture. Ça, c'est des choses qui sont à inventer et à construire pour que les collectivités et les élus parce qu'il suffit pas de décréter qu'on veut faire une transition agricole et alimentaire, ça c'est bien vrai, il faut la piloter. Et donc il faut des nouveaux outils. Ça c'est un chantier, ça. Les outils de la transition sur les territoires, là on pourrait faire quelque chose d'intéressant sur ce thème. D'accord, plusieurs acteurs y travaillent et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de cette résilience alimentaire. Jean-Baptiste, est-ce que tu souhaites réagir peut-être? Il reste un petit quart d'heure. Ah, on ne t'entend pas, Jean-Baptiste. Il faut remettre ton micro. Évidemment. Oui, sur la question de l'activité agricole, je suis intéressé effectivement par la définition de l'activité agricole que souhaite compléter Bertrand Valliorgue.
Bon, ceci étant, quand même, il y a eu des évolutions avec la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt, hein, parce qu'on a intégré dans le code rural un article L1, donc un article préliminaire, hein, qui quand même déjà cadre très très bien l'ensemble des enjeux qui entourent l'agriculture et l'alimentation, et où on retrouve grosso modo, en des termes différents, les éléments, j'allais dire, bénéfiques que peut apporter l'agriculture dans effectivement une production dans des conditions économiques et sociales acceptables, et également de mémoire en contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Les deux termes que vous avez évoqués, sur lesquels effectivement il faut jouer, et vice-versa. Donc, il y a une autre question qui se pose dans l'activité, dans la définition de l'activité agricole, c'est la capacité effectivement de dépasser le simple acte de production, qu'il soit animal ou végétal, pour aussi permettre aux chefs d'exploitation agricole de pouvoir être aussi des producteurs d'énergie, de pouvoir, j'allais dire, mettre en œuvre un certain nombre d'activités qui ont pour support l'exploitation ou le sol, et qui, pour le moment, sont encore problématiques au regard de cette définition qu'on voit bien qui s'enrichit de loi en loi, mais où on perd un petit peu le fil à force de rajouter des possibilités d'exploitation, d'activité. Donc, il va peut-être falloir à un moment donné se dire qu'il faudra élargir cette définition, non plus seulement aux activités agricoles, mais aux activités rurales. Et je crois que là-dessus, effectivement, il y a des travaux également qui sont menés dans un élargissement de la définition. Sachant que, et ça je voudrais vous entendre sur ce point, est-ce que vous considérez encore l'exploitation agricole comme une entreprise à part entière? J'ai coutume de dire quand même que l'entreprise agricole, et ça vous l'avez dit, bon, pour moi reste quand même encore une entreprise comme les autres, mais qui réalise une activité qui n'est pas comme les autres, et qui du coup lui offre à la fois lui impose des obligations, mais lui fournit également des opportunités. Est-ce que vous conservez, j'allais dire, l'initiative privée au sein de l'entreprise agricole comme un élément clé, ou est-ce que vous considérez quelque part que les agriculteurs vont devoir, par nécessité faisant loi, rentrer dans un schéma qui sera assez, j'allais dire, à sens unique? Autrement dit, y a-t-il encore de la place pour l'initiative privée en agriculture? Mais, ok. Moi cette question, je vais y répondre en vous disant qu'un système intelligent est un système décentralisé. Parce que c'est le système décentralisé où il y a un certain nombre d'initiatives, d'innovations qui vont être prises, qui vont être testées, qui vont éventuellement échouer, mais on apprend aussi autant de ces échecs. Donc, quand je vous dis ça, je vous dis que je crois beaucoup sur la capacité et la prise d'initiative des entreprises agricoles, et que c'est elles qui vont porter les solutions. Et en tout cas, mon positionnement sur cela, il est assez clair. Système intelligent égale système décentralisé. Donc, on laisse des capacités d'initiative aux exploitations agricoles. On voit bien aujourd'hui que sur, par exemple, l'agriculture de conservation de sol, l'intelligence, elle est sur le terrain. Hein. L'intelligence et l'innovation, elle est sur le terrain. Enfin, bon, moi, là, ça dépasse aussi tout ce que je peux comprendre, mais les vidéos où ils inventent des nouveaux semoirs, où ils inventent des nouvelles associations de variétés, ils en sont à un niveau d'innovation qui est… l'INRAE regarde avec beaucoup d'intérêt, ils ont de l'avance sur la science, en fait. Donc, il est très, très important de laisser cette capacité d'initiative et d'expérimentation. Voilà. Oui, c'est assez bottom-up hein, dans l'ACS, enfin, dans l'agriculture de conservation des sols.
Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, sur ce point, est-ce que vous laissez complètement la place aux agronomes pour définir ce qu'est une agriculture régénératrice, ou est-ce que vous avez déjà vous-même commencé à travailler sur, j'allais dire, ce que l'on pourrait intégrer dans cette agriculture régénératrice? Y a-t-il plusieurs modèles d'agriculture régénératrice? L'agriculture biologique est-elle régénératrice? Ou alors est-ce qu'il y a différents types de modèles qui ont des briques qu'il conviendrait de mettre ensemble pour arriver, j'allais dire, à un modèle le plus résilient possible? Quels sont l'état de vos réflexions sur ce point? Et j'en profite, Jean-Baptiste, je complète. Quid du concept One Health? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire aussi, Bertrand, la santé des hommes et des animaux? D'accord. OK. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'improviser agronome et ce n'est pas mon objectif de définir une nouvelle agronomie, une nouvelle zootechnie. Moi, mon travail, il consiste à avec d'autres, à renouveler les termes du contrat social autour de l'agriculture, avec l'objectif de nourrir les hommes et réparer la planète. Donc ça, il faut qu'on tombe d'accord sur cet objectif sociétal et sur cet objectif politique. Et une fois qu'on éventuellement on tomberait d'accord et que cet objectif est partagé, eh bien les agronomes font de l'agronomie et les zootechniciens de la zootechnie. C'est à eux de répondre aux objectifs et de trouver les solutions qui vont dans cette direction. Donc, je sais qu'on est en train d'un peu de tout renverser, tout le monde est spécialiste de tout, mais non, ce qui est important, c'est de définir ce grand objectif, de faire comprendre à la société, à nos concitoyens, l'importance de l'agriculture et sa capacité à apporter des solutions par rapport aux défis climatiques et qu'il faut aider les agriculteurs, soutenir les agriculteurs pour aller dans cette direction-là. Et ensuite, le travail va se faire avec les connaissances que l'on a et celles qui manquent. Ensuite, il y a des choses importantes qui sont dans l'organisation et le partage de l'innovation. Nous, par exemple, sur la zone Limagne, là, on a un très bel outil qui s'appelle un LIT, un laboratoire d'innovation territoriale. C'est ce qu'on appelle de l'innovation inversée. On part des problèmes du terrain pour aller mobiliser la science et les expertises. Bon, ben voilà, le type, ça, c'est pas définitif comme solution, mais c'est une belle solution pour justement partir du terrain et accompagner les agriculteurs en fonction des difficultés et des freins qu'ils rencontrent. Voilà, moi, il ne faut rien enlever aux agronomes, surtout aux nôtres. Quand même, en France, on est quand même bien doté. Il ne faut pas casser ça. Et surtout pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un nouveau contrat sociétal, un nouveau contrat social autour de l'agriculture. Alors, le concept One Planet, One Health, une seule planète, une seule santé, bien, c'est une autre manière de rentrer dans la dimension de l'anthropocène que je trouve aussi tout à fait pertinente parce que One Planet, c'est notre planète. Quand notre planète est malade, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est particulièrement visible et ce qui rend malade, c'est le dérèglement climatique. Eh bien, il faut avoir une approche globale des questions, de toutes ces questions parce qu'elles sont imbriquées, elles sont systémiques. Donc, il est aussi très utile, moi je ne l'utilise pas dans mes réflexions, mais ça me semble être également un concept très puissant pour rentrer dans ces problématiques d'évolution des systèmes alimentaires, de bifurcation de l'agriculture, avec un tropisme, une orientation qui est sans doute plus autour de… Oui, enfin, il est sur l'élevage, mais aussi la santé des plantes. De toute façon, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que quand on a une planète malade, déréglée, on a des animaux, on a des plantes et des micro-organismes qui se comportent différemment. Et donc, si on veut éviter que ces animaux, que ces plantes et que ces micro-organismes soient malades et nous contaminent, il faut soigner la planète. Voilà, c'est lié. En tout cas, moi, je n'oppose absolument pas J'aime bien je le trouve très utile, au-delà d'aimer, ce concept One Planet, One Health. Très bien.
Il est 25, il nous reste 5 petites minutes pour encore une question. Est-ce que Francky, tu voudrais t'adresser à Bertrand? Francky, il faut que tu mettes ton micro. Le fameux micro. Oui, je pense que vous avez quand même abordé pas mal de concepts de votre livre, finalement, que vous avez assez bien creusé. Vous êtes revenu à la fin avec Jean-Baptiste sur la partie autonomie de l'exploitation. Peut-être une question qui aurait pu s'ouvrir là-dessus également, c'est sur le droit de propriété des sols, ou peut-être plus à Jean-Baptiste de l'amener par ses compétences, mais on voit bien qu'il y a une sorte de débat qui est en train de naître aussi sur l'usage des sols, où d'un côté, on dit que le fait d'en être propriétaire, on en fait ce qu'on veut, mais d'un autre côté, le sol étant un bien commun par nature, presque, on ne peut pas non plus en faire totalement ce qu'on veut. Donc, est-ce que ce côté droit autour du sol peut être amené à devenir à un moment donné un sujet de débat juridique important, comme il y a eu beaucoup aussi en train de naître ces derniers mois, des sujets qui montent, notamment sur des termes comme génération future, par exemple, ou qu'on voudrait aussi rendre plus juridique, avec l'idée voilà, d'engagement pour l'avenir qui se conditionne aujourd'hui et qui donnerait, ou qui pourrait brider, entre guillemets, l'action de l'agriculteur sur son terrain. Est-ce qu'il y a un sujet qui, dans vos compétences, dans vos domaines d'expertise, qui est naissant à ce niveau-là? Oui, alors là, Francky, on touche sur un sujet sensible et explosif, mais qui est aussi un des nœuds du problème. Donc, moi, j'en parle dans l'ouvrage, j'y reviens explicitement. Je suis absolument pas anti-propriété privée, hein, et je ne milite pas pour une socialisation ou collectivisation du droit de propriété, et en particulier de la propriété foncière. Moi, ce que j'indique dans l'ouvrage, c'est que les enjeux, les solutions et les financements doivent être partagés. C'est-à-dire que je dis par là qu'on ne peut pas tout faire reporter les solutions aux agriculteurs. Ils ne peuvent pas, de toute façon, ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible, ils n'ont pas les capacités financières, ils n'ont pas les moyens. Donc moi, je le vois dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous disent « Ah, mais regardez, les agriculteurs, vous êtes propriétaires de foncier, vous êtes propriétaires de biens communs, vous les maltraitez, vous faites n'importe quoi. » Moi, je veux renverser ça en disant, moi, je suis agriculteur, effectivement, je suis propriétaire d'un foncier et je suis pleinement responsable de certains biens communs. Aidez-moi à mieux faire. Vous voyez, parce que là, aujourd'hui, il y a une intrusion il y a une forme, il y a une volonté d'intrusion dans les exploitations agricoles pour indiquer, normer, interdire, encadrer et punir. Eh bien, moi, je pense que les agriculteurs doivent renverser la vapeur en disant, mais bien sûr, on a conscience de notre responsabilité en tant que propriétaire foncier. On a conscience des enjeux qui sont liés autour de la préservation des biens communs. On ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que vous nous aidiez parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour la société et la planète. Donc, il faut que vous nous souteniez dans ces démarches. Mais c'est là, j'ai bien conscience que mon propos, il peut être très, très mal compris de la profession agricole. Il est très sensible, mais à un moment donné, il va falloir l'ouvrir, ce débat-là, et il va falloir que les agriculteurs ne soient plus en réaction, mais en offreurs de solutions. De toute façon, j'avais compris que je militais là-dessus, et ça touche certainement, culturellement, à réajuster la conception du droit de propriété sans nier absolument pas la propriété privée. Et s'ils ne le font pas, de toute façon, si l'agriculteur ne le font pas, les champs vont être envahis. Les activistes, de toute façon, ils sont déjà dans les exploitations agricoles, ils rentrent déjà dans les élevages et ils vont déjà sur certaines parcelles. Donc, plus ça va se durcir, plus la contestation va se radicaliser et plus le droit de propriété va être bafoué. Donc là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se noue effectivement ou qui peut se dénouer culturellement autour de la conception du droit de propriété. Et c'est aux agriculteurs aujourd'hui de dire « oui, je suis propriétaire et oui, je m'engage à préserver les biens communs. Maintenant, on socialise les solutions. Arrêtez de vouloir sans cesse nous demander plus sans nous soutenir économiquement. » Voilà ce que
autour de ce sujet que j'ouvre dans le bouquin. Ah, tout à fait, Bertrand, je souscris à ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, il y a une manière de soutenir, je pense, pour que la société puisse soutenir l'agriculteur, ou en tout cas le propriétaire, parce que l'agriculteur n'est pas toujours propriétaire, et on sait que les propriétaires fonciers ne font pas fortune avec la détention de terres, donc avec le portage des terres au profit des agriculteurs, c'est l'outil fiscal. Nous avons travaillé avec Agridé et avec l'Association française de droit rural, Hubert est peut-être parmi nous, sur ces questions d'une fiscalité plus verte et d'une fiscalité avantageuse pour la propriété foncière. Et il me semble là qu'il y a encore, justement aujourd'hui, la propriété foncière est insuffisamment aidée lorsqu'elle tend à protéger les ressources naturelles. Et là, je vous renvoie également aux travaux de Guillaume Saint-Denis qui sont tout à fait intéressants sur ce thème, j'allais dire de la nécessité de proposer des outils fiscaux favorables, j'allais dire, à la propriété foncière dans un souci de valorisation des ressources et de protection des ressources naturelles. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de leviers, j'allais dire, à utiliser pour parvenir aux objectifs que l'on se fixe de manière commune. Oui, et moi j'ajoute la comptabilité environnementale. Je crois qu'aujourd'hui, la comptabilité, c'est calqué sur la fiscalité quelque part, mais une comptabilité agricole environnementale, elle est en capacité de démontrer cette capacité des agriculteurs, à partir de leur propriété foncière, à défendre des biens communs ou à faire des choses pour défendre les biens communs. Et donc, la comptabilité environnementale est un outil pour renforcer aussi ce droit de propriété qui est contesté aujourd'hui. De toute façon, la profession agricole doit faire des propositions, enfin, on doit l'aider à faire un certain nombre de propositions pour mieux démontrer sa capacité à préserver les biens communs. Très bien, je me permets d'être la personne un peu désagréable qui va clôturer le débat et vous remercier très chaleureusement Bertrand pour votre présentation. Et puis voilà, vous avez joué le jeu des questions. Merci Francky, merci Jean-Baptiste, merci à notre technicien aussi Sébastien qui était derrière l'organisation de ce webinaire. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de frustration parce que c'est vrai que le fil de discussion est très riche en questions. Est-ce que le système de notation Greenback peut être une solution? Demande Hervé Pillot. On va de toute façon conserver cette discussion parce qu'il y a des demandes de mise en contact aussi, Bertrand. Le nouveau CNRA qui crée le baromètre de la résilience alimentaire aimerait vous contacter. Donc, vraiment, on va conserver tout ça précieusement, des personnes qui sont dans la formation aussi. Et je sais que vous voulez aussi porter la bonne parole, que ce livre, il a une vie. Vous avez une excellente revue de presse, une bonne visibilité et que vous avez envie de transmettre ces idées un petit peu à tous les acteurs du monde agricole que nous modestement, nous essayons de représenter à Agridé. Donc, comptez sur nous. Vous avez des personnes qui vous remercient encore pour cette présentation. Une toute petite précision, une invitation à participer à nos prochaines RDR, les rencontres de droit rural, le 28 janvier prochain. Vous pouvez encore vous inscrire, c'est en ligne toute la journée avec un programme aux petits oignons que nous ont concocté Jean-Baptiste Millard et Hubert Bosse-Platière, et ça s'appelle le CO2 vert capturé par le droit. Donc on reste aussi sur ce thème de cette agriculture, c'est incroyable, je n'arrive pas à dire ce mot aujourd'hui, agriculture réparatrice et régénérative. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Et donc la vidéo en replay bientôt sur le site d'Agridé sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci à tout le monde. À très bientôt.